À voix haute, à voix mystérieuse. Texte de Jérôme Fouquet, La voix du crime. Épisode numéro 8. Je fais quelques pas en direction de la cafétéria pour me servir un ristretto. J'y croise Manos, le présentateur du jeu qui, tout son kawa, a l'air un peu absent. Il me salue courtoisement et me dit avoir entendu dire que je réalisais un mini-film sur la dernière saison. Heureux d'apporter sa pierre à l'édifice, il s'épanche. Il n'a jamais eu autant d'émotion qu'en commentant le télécrochet le plus célèbre de France. Je sens un personnage sensible qui développe une certaine dose d'empathie envers les candidats. Je lui demande en off de me parler de Solène pour juger sa crédibilité. Il m'avoue avoir été plus ému par son histoire que par la qualité de ses cordes vocales. Il n'est pas insensible au courage qu'elle a développé pour parvenir à ce niveau de la compétition avec un talent limité. Lui-même se dit chanceux d'être là où il est. Après avoir quitté jeune son pays, errant de petit boulot en petit boulot avant d'être repéré pour jouer le grec de service dans l'émission de Christelle Vabreau. Il est conscient que la présence de Solène en demi-finale relève du miracle. Il n'est pas dupe. Elle a un lien avec le coach pané qu'il n'a pas réussi à déterminer. Il lui souhaite le plus de chance possible mais préfère Laura, une blonde plantureuse de 40 ans qui envoie un maximum dans les aigus. Je lui demande si son rôle ne doit pas être impartial. Il me dit avoir toujours eu des chouchous et des candidats qui l'ont davantage fait vibrer que d'autres. Il aime les envolées lyriques, méditerranéens dans l'âme qui garde un souvenir attendri de la voix imposante de sa mère décédée 5 ans plus tôt. Mon téléphone carillonne sur l'air de Frank Sinatra, New York, New York. Serena, atteinte d'hystérie, me demande comment elle doit s'habiller pour le show. J'avoue n'en avoir aucune idée et demande à Manos un conseil. Il me suggère jean et basket. Votre fille vient au Prime, me lance-t-il? Oui, le producteur m'a offert un pass, car il sait que ma fille est fan de votre émission. Il m'avoue avoir lui-même une fille plus jeune que Serena, mais qu'il ne voit presque pas. Il est devenu père trop jeune. Il envie la chance que j'ai d'être proche de la mienne. S'il savait où en était notre relation 3 mois plus tôt. J'essaie d'en savoir plus sur les relations entre les coachs. Pour lui, ils forment une belle équipe, même si Marc et Laurent ne semblent pas très proches. Ce dernier ayant demandé à ce que son fauteuil ne soit pas collé à celui de son alter ego. Il ne connaît pas la vraie raison de cette distanciation, mais croit avoir entendu parler d'une querelle lors d'un concert pour une association. Lors d'un duo, l'un aurait grignoté le couplet de l'autre, ce qui aurait généré un drame. L'histoire lui paraît stupide, mais symptomatique d'un milieu où les égos font la loi. Avant de le quitter, je lui demande de me guider vers Robin, le talent angel, autre suspect de ma liste, ayant pu accéder aux loges des coachs et qui pourra m'éclairer sur les rapports entre Solène et Jonathan. Il traîne sur le plateau pour les répétitions aux côtés de Phil, le backliner, un des grands Manitou de l'orchestration des émissions, et Dédé qui fournit les instruments au talent. 2 autres suspects potentiels. Phil a un authentique look de baba cool, dreadlocks, barbe hirsute, pull et capuche. Dédé a un air plus conventionnel, un sémillant chauve qui arbore une chemise foncée, un pantalon de toile et une paire de vannes, orange et noir. Seul signe visible chez lui d'excentricité. Je me présente et décrit l'objet de mon reportage. Il m'accueille avec enthousiasme. J'apprends que Dédé fournit un panel d'instruments très large, de l'harmonica au banjo en passant par la harpe. Je suis étonné d'une telle richesse pour un jeu qui se concentre a priori uniquement sur les performances vocales. J'apprends que, dans certains cas, cela permettrait d'imprimer un style à un candidat, comme le fameux Jean-Luc d'Herbogiste, qui a sorti un album de musique médiévale grâce à l'apport du bouzouki irlandais, du laude et des grelots. Je les sonde sur les possibilités d'accéder à leur matériel pour le trafiquer dans le but de nuire à un candidat. Leur réponse se montre limpide. Rien ne peut se faire dans leur dos. Si les instruments sont manipulés par d'autres mains, ils le sauront. Robin, le Toulousain bondissant, se montre dithyrambique à propos de ses talents. Il m'évoque une cuvée excellente. Il demeure étonné, année après année, du réservoir de chanteurs d'un grand niveau dont regorge le pays. J'oriente la discussion sur Jonathan. Il me confie bien aimer ses performances. Le garçon a un bon potentiel, probablement le favori à ce stade pour la victoire finale. J'écoute attentivement le talent angel tout en considérant le plateau où les candidats viendront défendre leur chance un peu plus tard. Il fourmille de petites mains qui s'affairent pour ajuster le son, les fauteuils des coachs, les éclairages. Je prends conscience du travail colossal pour rendre le show possible. À quel point Jonathan veut la victoire, je m'enquière. Je crois qu'elle l'obsède, il serait prêt à tuer père et mère pour l'obtenir. Quelles sont ses relations avec les autres candidats? Médiocres. Tous le voient comme un chanteur talentueux, mais arrogant et sûr de lui. Il passe ses journées seul. Il me sollicite souvent d'ailleurs. Je me force à jouer au baby avec lui, un peu par pitié. Il s'entend bien avec Solène?
Il la déteste, me confie-t-elle. Il pense que c'est une imposture, elle n'a rien à faire là. Elle aurait triché pour accéder à ce niveau, selon lui. Et cela pourrait être vrai? Impossible, personne ne peut tricher à ce jeu. Tout est bien verrouillé. Même en faisant pression sur un des coachs, par exemple? Non, je ne le crois pas. À cet instant, Solène traverse la scène à vive allure devant nous. Elle tient son téléphone dans la main, le teint cadavérique. J'en déduis qu'elle a dû apprendre une mauvaise nouvelle. Je décide de la suivre, abandonnant Robin à son sort. Elle quitte le plateau et se dirige machinalement vers les toilettes comme un fantôme errant. Je l'intercepte au passage et lui demande ce qui ne va pas. Elle me regarde avec une expression figée de stupeur puis éclate en sanglots. Elle me tend son téléphone pour que je constate moi-même l'origine de son désarroi. Une tête de mort agrémentée d'un mot explicite. Fin de parcours ce soir, ma belle. Profite de tes dernières heures de vie. Je lui demande si elle se connaît des ennemis. Elle me dit que non. Elle ne comprend pas ce que tout ceci veut dire. Qui en veut à sa vie? Elle n'a rien fait d'autre que chanter. Elle continue de sangloter de plus belle. Je lui suggère d'en parler au producteur, ce qu'elle refuse catégoriquement. Elle ne veut pas passer à côté de son audition. Je vérifie le message pour voir d'où il a été émis. Le numéro masqué provient d'un site d'envoi anonyme. Le maître chanteur a accentué son ouvrage. Souhaite-t-il déstabiliser la chanteuse ou veut-il la tuer? L'hypothèse ne me paraît pas irréaliste vu le mal qu'il s'est donné pour la mener jusque-là. Je dois me montrer vigilant. Je suggère à la chanteuse de prendre ses menaces au sérieux. Elle reprend pied, sèche ses larmes et m'annonce qu'elle va aller au bout de sa performance. Elle ne souhaite pas procurer à un plaisantin le plaisir de sa chute. Je décide d'en parler à Desmarais. Je le trouve dans son bureau, occupé à traiter des mails. Il peste contre ses employeurs qui lui demandent de diffuser davantage de publicité lors de la nuit finale. Pour lui, le show ne ressemblera plus à rien qu'une réclame gigantesque entrecoupée de quelques chansonnettes. Je lui parle illico des menaces dont Solène vient de faire l'objet et lui conseille d'avertir la police. Cette deuxième salve de menaces mortelles devrait le rendre méfiant. Il me dévisage rudement et me dit que ce n'est pas possible. Pour l'instant, il ne s'agit que de menaces. Les policiers vont soit arrêter l'émission sans raison valable, soit en rigoler et classer l'affaire faute de concret. À cet instant, l'animateur du jeu pénètre en titubant dans le bureau, présentant les symptômes d'une asthénie profonde. « Putain, un mec m'a agressé dans ma loge, il a voulu m'étrangler, c'est quoi ce bordel ?» Le producteur lui suggère de s'asseoir pour lui expliquer la situation. « As-tu pu voir de qui il s'agissait ?» Non, l'enfoiré a éteint la lumière, mais j'ai senti un objet métallique comme une bague ou un truc du genre quand il avait ses mains autour de mon cou. J'ai presque perdu connaissance, mais j'ai réussi à lui donner un coup de pied et il a filé. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Luc? Putain, j'ai failli crever. Le gars de la sécurité a mis une plombe à se pointer. On a eu des menaces, Manos. Autour de la candidate Solène, un mystérieux maître chanteur veut lui nuire. Il m'a menacé, a menacé Laurent Panet et une autre candidate concurrente. Quoi? C'est quoi ce bazar? C'est pour ça qu'elle est en demi-finale? Oui, je te présente Matt qui est détective, il va nous aider à coincer ce fou. C'est dingue, pourquoi tu m'as rien dit? Je voulais pas perturber le show, en plus la menace n'était qu'écrite. Maintenant que nous savons que notre cible peut passer à l'acte, nous allons renforcer la sécurité. Je vais doubler le staff des vigiles ce soir. Quoi? vocifère-t-il, mais c'est hors de question. Ça ne sert à rien à moins de mettre un garde du corps derrière chaque porte. Calme-toi, Manos. On va trouver une solution. Tu peux assurer pour ce soir? Quelqu'un t'accompagnera à ta loge, ok? N'importe quoi, c'est la dernière, Jean-Luc. Moi, je tiens pas à la finir sur une civière. L'animateur ressort de la pièce ayant visiblement retrouvé quelques couleurs. Il manquait plus que ça. Je n'ai personne d'autre. J'espère qu'il va être en état d'assurer son contrat ce soir en animant le live, sinon nous sommes fichus. Il manquait plus que ça. Je n'ai personne d'autre. J'espère qu'il va être en état d'assurer son contrat ce soir en animant le live, sinon nous sommes fichus. Bon, la police aura plus de concret cette fois, à votre avis, non? Ah, Matt, vous allez me lâcher avec ça. Pourquoi je vous paie sinon si c'est pour demander de l'aide aux flics? J'ai quitté la police, monsieur Desmarais. Je ne serai donc pas en mesure d'assurer votre sécurité ou celle des autres participants à votre émission. Eh bien, tant pis, il faut bien mourir de quelque chose. Quoi qu'il en soit, ma carrière est fichue, alors à quoi bon? Votre cynisme ne vous sauvera pas. Ce soir, un événement dramatique s'accomplira et vous en serez complice si vous ne faites rien. Je décide de laisser mariner le producteur dans son inconscience. Il ne semble pas en mesure de stopper la bonne marche du jeu et je crains pour la vie de Solène. L'après-midi se prolonge sans nouvel incident. Manos finit par se calmer. Desmarais a renforcé la sécurité. Le business peut reprendre ses droits. Serena me rejoint dans les studios de la Plaine Saint-Denis. Robin nous fait découvrir les coulisses de l'émission.
Ma fille redevient cette gamine de 12 ans, curieuse de tout. Elle s'émerveille devant la taille des gradins qui peuvent accueillir 2000 spectateurs en délire, harcèle le talent angel de questions, puis finit par le supplier de lui signer un autographe et de lui présenter Kima et Clara Fabio, ses coachs préférés, ne cachant pas son penchant groupie. Robin éclate de rire, me dit que j'ai une fille adorable et accepte, arguant que la rencontre sera plus aisée après l'émission, à l'after qui aura lieu dans un bar de la capitale. Serena explose de joie. Je ne crois pas l'avoir vue aussi pétulante depuis longtemps. Elle me saute au cou quand elle découvre que nous sommes assis au premier rang, position stratégique pour intervenir sur la scène au cas où les événements ne deviennent hors de contrôle durant le live de La Plus Belle Voix. Le show se met en place. La salle se remplit tranquillement d'un public bon enfant qui gesticule sous un air entraînant de Slamine, ancien vainqueur du jeu, dont le dernier album s'est classé disque de platine en 3 semaines. Puis, les coachs font leur apparition dans l'arène. Chaudement applaudis, Kima, vêtue d'un costume bariolé et d'une fine cravate, lance quelques vannes qui détendent la salle. Clara Fabio, habillée tout de cuir, des pieds à la tête, exhibe quelques pas de danse sur ses talons aiguilles acérés comme de fines lames, puis ils prennent place dans leur fauteuil. Je remarque que Marc Vallone, sobrement équipé d'un costume beige sur une chemise foncée, se place à l'extrémité gauche, Laurent Panet, qui arbore une tunique blanche à col Mao, à l'extrémité droite. Jean-Luc Desmarais, en costume cravate, s'assoit aux premières loges. Privilège du chef. Il me lance un clin d'œil qui ne me trompe pas sur l'étendue de son stress. Puis, les lumières du plateau s'éteignent, la petite musique jingle se lance, la main au micro argenté fait son apparition au centre de la scène, sous un éclairage rouge carmin. Manos surgit élégant comme à son habitude dans son complet bleu foncé. Il prend la parole pour évoquer le début des demi-finales. Le premier candidat à défiler n'est autre que Jonathan. Il interprète en costume doré et basket bleu le tube d'Ed Sheeran, Galway Girl à la guitare sèche. Il se meut fébrilement sur un grand cube qui monte et descend sous une belle nuit étoilée. Sa performance est éblouissante, très juste techniquement et très sensible, me faisant oublier l'espace d'un instant le danger qui pèse sur les festivités. Je comprends mieux ce qui suscite chez ce garçon son arrogance. Il dispose d'un génie musical indéniable, un portamento très subtil qui peut lui permettre de viser loin. Il se décale sur le côté de la scène, laissant la place à la candidate suivante, qui s'avance timidement depuis le fond du décor, déambulant les marches d'un grand escalier tressé, où de nombreux cœurs faussement gravés sur le bois pointent une ambiance romantique. Je reconnais Solène. Malgré la lumière bleue tamisée qui envahit la salle, elle a endossé une robe bustier à paillettes claires qui lui donne des allures champêtres. Elle a choisi d'interpréter « Je t'aime », un titre de Clara Fabio. Manos évoque une grande prise de risque. Elle débute timidement, le public la sent nerveuse et tape dans ses mains, puis la candidate se lâche un peu et envoie tout ce qu'elle a sur le deuxième refrain, frôlant l'excès de vitesse. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je jette un coup d'œil au coach. Clara Fabio, excitée d'écouter sa création, se dandine comme une diablesse. Elle encourage comme elle peut la candidate, tentant de lui transmettre un peu de sa folie. Laurent Panet semble dubitatif comme un sage qui n'ose se prononcer, alors que la situation dérape. Kima gesticule dans tous les sens pour accompagner la performance, indifférent à la catastrophe annoncée, tandis que Marc Vallone reste de marbre devant le début du naufrage. C'est à cet instant qu'un détail m'attire l'œil. Les bagues en acier qu'il porte à 3 de ses doigts. Peut-il s'agir d'une coïncidence ? Jonathan semble également tendu dans le coin de la scène. Il jette des coups d'œil inquiets autour de lui. Jean-Luc Desmarais mâchouille nerveusement un chewing-gum. Quant à Amanda, au second rang, elle détourne le regard comme si elle ne pouvait supporter la déconfiture de sa chouchou. En y regardant de plus près, je comprends qu'elle vise une personne de l'orchestre à qui elle fait des yeux doux. Je me tiens prêt à intervenir, guettant les fameuses étincelles. Solène poursuit sa chanson, visiblement plus libérée. Je trouve sa performance courageuse, même si sa voix semble étriquée et qu'elle peine à trouver de la justesse. Si je n'avais pas su comment elle avait gagné son ticket pour la demi-finale, j'en serais le premier surpris. Serena me glisse à l'oreille que la candidate craint qu'il n'y a pas photo avec le beau Jonathan dont elle a kiffé la prestation et le style. Solène attaque le dernier refrain comme un coureur cycliste à bout de force, une côte vertigineuse. Elle pousse avec envie, mais ne semble plus avoir de gaz dans le réservoir. Ce morceau trop contraignant lui fait perdre pied. Elle tente un fading en attaquant la note par le bas, mais ne parvient jamais à remonter au grand désespoir de Clara Fabio qui écarquille de grands yeux où je lis toute son inquiétude.
La chanteuse continue mezzo voce, tandis que l'orchestre imperturbable déroule sa partition. Le chant de Solène se transforme en chant du cygne. Sa voix s'éraille avant de se perdre dans les faux plafonds du studio de la Plaine Saint-Denis. La candidate en perdition implore son coach du regard, les yeux rougis de détresse. À cet instant, l'improbable se produit. Un bruit sourd envahit la salle, accompagnant la chute d'un projecteur aérien qui se pulvérise sur la scène à 1,50 m du talent. L'étincelle vient de se produire. L'orchestre arrête de jouer. Solène recule instinctivement. La panique submerge le public. Tout devient confusion. Il n'y a plus de show, plus de concours, 3 vigiles accourent. Monsieur Desmarais monte sur le plateau. Tout va très vite. Je découvre que Jonathan a pris la poudre d'escampette. Marc Vallon demeure impassible. 2 attitudes coupables. Lequel des deux a voulu intenter à la vie de la candidate? C'est une question de secondes avant que la bousculade ne commence. Le producteur prend la parole pour arrêter le tournage, fait très rare pour un direct à la télé. L'étincelle se produit à cet instant dans mon cerveau. Pourquoi le maître chanteur a-t-il monté une mascarade si grossière? Pourquoi envoyer cette tête de mort pour avertir la candidate? Pourquoi tenter de l'atteindre avec un élément du décor, ne sachant pas où elle serait positionnée durant son chant? Ceci n'a pas beaucoup de sens, à moins de réfléchir à ce qu'on ne voit pas. Une technique que m'avait enseignée mon premier instructeur à l'école de police. Parfois, les événements parlent d'eux-mêmes. Parfois, il faut savoir déceler l'invisible. La stratégie du tueur m'apparaît alors clairement quand je croise le regard inquiet d'Amanda. Tout ceci n'est qu'un leurre pour nous empêcher de regarder dans la bonne direction. J'essaie de trouver Solène du regard, mais ne la vois plus. Mon suspect l'a sans doute exfiltrée en coulisses et profite en ce moment de la confusion pour lui régler tranquillement son compte. Cela fait partie de son plan machiavélique. Voilà pourquoi elle s'est donné autant de mal. J'exhorte ma fille à ne pas bouger de son siège sur lequel elle demeure en sécurité et me précipite sur la scène, écarte du bras un spectateur hébété. Je me heurte à Desmarais qui me demande ce qui se passe. Je lui propose de me suivre dans la partie backstage. Nous faisons abstraction du bruit et des cris et progressons dans un couloir désert, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Nous entrons dans une salle de repos de forme carrée. Un grand canapé et 2 fauteuils faisant face. Un écran géant qui avertit de l'arrêt momentané du show. Manos se dresse là, en compagnie de la candidate au teint livide. Il nous explique qu'elle a eu très peur, qu'il a pensé la mettre à l'abri et lui donner un peu d'eau. Solène semble terrorisée. Elle tient un gobelet à la main. Elle le porte à ses lèvres, mais je suis prompt à l'en empêcher. « Je serai vous, je ne boirai pas ça. » « Pourquoi ?» demande-t-elle. « Parce que ce verre est empoisonné. »« Quoi? C'est quoi ce délire ?» rétorque le présentateur. « C'est la fin du voyage, Manos. Je sais maintenant que vous êtes à l'origine de ces menaces et que vous en voulez à la vie de Solène. » « Mais enfin, » rétorque Desmarais très surpris, « qu'est-ce que vous racontez, Matt ?»« La vérité, monsieur le producteur. J'ai compris que Manos était en couple avec Amanda. C'est à lui que la coach vocale envoyait ses doux regards depuis le public. Elle est enceinte et ils sont sur le point de fonder une famille. Mais voilà, votre animateur a déjà une fille qu'il a abandonnée à la naissance. Je l'ai compris quand j'ai parlé de la mienne. J'ai senti à sa réaction de protection qu'il avait vécu un drame, que quelque chose était arrivé à son enfant. Le problème est que Solène a entamé des démarches pour retrouver ses parents biologiques. Manos a dû prendre peur et l'a attirée ici pour la tuer. Quel serait le mobile ? Demande Jean-Luc. Son mobile est l'héritage. Il ne souhaite pas avoir à donner l'argent qu'il a durement accumulé, lui qui est parti de rien. Il ne veut pas donner à une fille dont il n'a pas voulu. Le droit français l'oblige à donner la moitié de ses biens à sa fille si elle est unique, 1/3 si elle a un frère ou une sœur. Mais enfin, c'est n'importe quoi, rétorque Manos, lâchant un éclat de rire trop généreux. Vous avez compris que j'étais détective avant de venir trouver monsieur Desmarais dans son bureau. Vous avez imaginé cette agression pour me lancer sur une fausse piste, celle de Marc Vallon, qui ne s'entend pas avec le coach de Solène, Laurent Panet. J'aurais pu le soupçonner de vouloir humilier son concurrent. Comme vous pensiez que je soupçonnais naturellement Jonathan, dont vous avez titillé la jalousie, en portant Solène au nu, j'avais 2 suspects sous la dent. Il vous suffisait de provoquer une diversion. Vous avez traîné cet après-midi en coulisses et décroché ce spot. Par chance, il est tombé en pleine prestation de Solène. Mais où qu'elle soit, vous aviez prévu d'emporter en coulisses la candidate que vous savez émotive et qui vous fait une confiance aveugle. Vous n'avez aucune preuve, me lance le présentateur d'un ton impudent. Vous avez fait une erreur. Vous nous avez indiqué avoir senti un objet métallique sur le cou au moment où votre agresseur vous étranglait. Votre intention était de m'orienter sur Marc Vallon qui porte plusieurs bagues, mais c'est parfaitement impossible. Une strangulation à main nue se fait par pression du bout des doigts. On ne peut pas sentir le contact d'une bague avec la peau. Votre discours était donc incohérent. C'est cette découverte qui m'a fait remonter le fil pour vous soupçonner et comprendre ce que vous aviez en tête. Pour le mobile, j'ai repensé à ce qu'Amanda m'avait confié sur son amant.
Il a une situation familiale compliquée dont il essaie de se sortir. J'ai compris que vous vouliez faire table rase et repartir à zéro avec votre nouvelle famille. Je suis devenu père trop jeune, m'avez-vous confié. Je prends ça maintenant pour un aveu. Manos fait mine de baisser la tête, puis se retourne d'un geste vif et se précipite vers la sortie, une vingtaine de mètres plus loin. Le producteur hurle à l'animateur de se rendre pendant que j'emboîte le pas de ce dernier, conseillant à mon employeur de faire appel à la sécurité, même si je la sais occupée à rétablir le calme dans la salle. Je sais que je vais devoir compter sur mes capacités sportives. Je mouline mes jambes aussi vite que je peux. Manos ne court pas très vite, mais il a un peu d'avance. Il emprunte le corridor qui mène vers la sortie du studio. Je fonce sans réfléchir, conscient que mes chances de rattraper l'animateur s'amenuisent au fil des mètres. Je ne me suis jamais considéré comme un grand athlète, mais je compense par un mental sans faille. Ma proie à emprunter l'escalier se détale derrière lui. À l'instant où je repousse la grande porte métallique, je sens une pression sur ma chemise. Manos me fait basculer dans le vide. J'ai le réflexe de l'attraper par la cravate et l'entraîne avec moi dans ma chute. Nous dégringolons tous les deux au bas d'une dizaine de marches. Mon épaule fragile heurte un des murs. Le pied de mon agresseur appuie sur ma cuisse, déclenchant aussitôt une vive douleur. Il est malheureusement le plus prompt à se relever, me saisit vigoureusement par le col. Je sens qu'un rictus illumine son visage au moment où son poing se balance en arrière pour prendre l'élan nécessaire. « Tu vas me le payer, enfoiré !» Sans réfléchir, j'expédie mon front avec toute la force possible dans sa direction. Son nez sur le passage éclate sous l'impact, provoquant une giclée d'hémoglobine qui m'éclabousse le visage. Manos relâche mon col, pendant que j'enchaîne avec un uppercut au menton qui met fin à sa résistance. 2 agents de sécurité arrivent à point nommé pour récupérer les restes de l'animateur fou et m'aider à me relever. Desmarais me remercie chaleureusement, même s'il sait que l'arrestation de son présentateur vedette sonne le glas de ses ambitions pour la saison prochaine. Il me tend son mouchoir pour que je m'essuie le visage avant que je ne regagne la grande salle pour retrouver Serena. Inquiète, elle me demande ce qui s'est passé. Je lui réponds que je suis content d'avoir pu lui faire découvrir l'émission. Conscient qu'il n'en existera plus, je lui propose de l'inviter à dîner dans un bon restaurant, grâce à la rémunération dont cette enquête m'a gratifié. Ma fille accepte de bon cœur en pensant à ce beau Jonathan qui chante comme un dieu, mais ne vivra peut-être jamais de sa passion.